Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie lewe ręce. Dzisiaj naszym gościem jest Aurélien Duchesne, autor książki Putin przeciwko Zachodowi, do której miałem przyjemność napisać wstęp i którą nasz podcast objął patronatem medialnym. Pracy szczególnie ciekawej z wielu powodów, ale między innymi z tego, o którym we wstępie wspominam, że gdybyśmy nie wiedzieli, że tą książkę napisał obywatel Francji, to moglibyśmy pomyśleć, że napisał ją ktoś z Polski, albo Rumunii, albo Estonii, ponieważ diagnozy tu zawarte i recepty bardzo silnie pokrywają się z tym, co my myślimy, ale oczywiście wnoszą też oryginalne francuskie spojrzenie na problematykę relacji NATO, Unii Europejskiej, naszego kontynentu z Rosją. Więc bardzo chętnie o tym dzisiaj z Aurélienem porozmawiamy. Bonjour, Aurélien Duchesne, et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre nouveau livre, récemment publié en polonais. Et tout d'abord, j'aimerais souligner que j'aime beaucoup le titre. C'est Poutine contre l'Occident. C'est pas Poutine contre l'Ukraine, Poutine contre l'Europe, c'est Poutine contre l'Occident. Zapad, comme ils disent. Tout entier. C'est ça. Et les exercices Zapad, n'est-ce pas? Donc, c'est un appel aux armes, de quelque sorte, pour les Occidentaux. Mais vous savez pourtant qu'un nombre de personnes très important et très influents en Occident, y compris au sein du gouvernement, y compris le leader du monde libre, ne se sont pas menacés par la Russie de Poutine. Pour eux, la Russie est peut-être un problème, mais pas vraiment une menace. Contrairement, par exemple, à la Chine. Ils veulent donc conclure un accord, un deal avec le Kremlin aussitôt que possible et continuer comme avant. Pourquoi ont-ils tort? Ils ont tort déjà parce qu'ils recommencent les erreurs d'hier. Nos amis allemands ont cette formule Wandel durch Handel, le changement par le commerce. Cette idée, même des Français l'ont portée, un certain Montesquieu par exemple, l'idée que on va conquérir l'esprit des autres par les armes de la raison, de leurs intérêts. Les Allemands pensaient qu'ils allaient démocratiser la Russie et la pacifier par l'interdépendance économique. Les Français se sont dit que, après tout, s'il y a quelques magasins Auchan à Moscou et quelques Russes qui impressionnent par leur maîtrise du français, ce serait donc la preuve que nous, on peut gagner par le soft power. L'idée qu'on va montrer à la Russie qu'il y a un modèle beaucoup plus attractif que la fameuse slavophilie, c'est-à-dire l'idée que la Russie serait en guerre perpétuelle et immémoriale contre l'Occident. Nous, les Français, nous, les Allemands, on va leur montrer qu'il y a un modèle alternatif. Et les Américains sont en train de refaire la même erreur que celle qu'ils avaient raison de reprocher aux Européens. En tout cas, l'administration Trump. Ils font une erreur, par exemple, qui est de se dire que si la Russie est en train de se rapprocher autant de la Chine, c'est parce que on a poussé la Russie dans les bras de la Chine, notamment par des sanctions, et que on va convaincre la Russie de renoncer à son agenda anti-occidental par le commerce, et qu'on va rapprocher la Russie, qui après tout sera une nation européenne par essence, ce dont on peut beaucoup débattre, on va la rapprocher de l'Occident. Je terminerai sur une chose qui est que dans l'administration Trump, je dis bien de l'administration Trump parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de savoir dans quelle mesure cette idée qu'on peut refaire un partenariat avec la Russie est populaire ou pas dans le deep state, comme dirait Trump lui-même. Mais ce qui est à craindre, c'est que si les États-Unis agissent ainsi, il y a des gens en France, en Allemagne, en Italie, par exemple, pour dire, vous avez vu, les Américains ont compris qu'il faut faire du commerce avec la Russie. Moi, je suis vraiment dans l'idée que les Français ne vont pas revenir au business as usual avec la Russie comme avant, mais il y a toujours un risque, bien sûr, qu'on se dise que si l'Amérique le fait, eh bien la France doit le faire aussi. Et quand vous parlez de business as usual, je pense à Anthony Beevor, l'historien anglais qui a écrit il y a quelques semaines que la brutalité, le but recherché dans la façon dont les Russes font la guerre et pas un effet secondaire. Et je parle de ça parce que je veux souligner que la fin
de la guerre ne signifie pas la fin de meurtre, Oui, la fin de massacre. Des gens seront toujours tués d'une balle dans l'arrière de la tête. Les femmes continueront d'être violées. Les enfants seront toujours enlevés pour devenir de janissaires de Poutine pour des guerres successives. Oui, bien sûr. C'est ça la réalité de l'occupation russe. Alors non seulement nous avions un signe avant-coureur quand on a vu que les Russes faisaient ça massivement, alors déjà sous l'uniforme soviétique en Afghanistan, mais à l'époque, on n'y prêtait pas attention. Quand ils l'ont fait en Tchétchénie, bon, je n'étais évidemment pas né, mais quand je retrouve les vidéos, par exemple, des archives de certains politiciens ou experts français, où ils expliquent que s'il y a autant de brutalité en Tchétchénie, le fait de massacrer des villages entiers, le fait qu'à terme, près de 1/5 de la population tchétchène potentiellement a été tuée dans cette guerre, dont une immense majorité de civils, on mettait ça sur le compte du fait que la Russie est un pays un peu à part, mais il faut les comprendre. S'ils sont aussi brutaux et aussi inhumains, c'est parce que leur histoire le montre. Il me semble que la Pologne a une histoire aussi plutôt tragique. Je me souviens de cette phrase le jour de l'accident d'avion à Smolensk. La Pologne est gouvernée par les cercueils. Je ne crois pas que ce soit pour autant que la Pologne donnerait des excuses à ce genre de comportement. Eh bien, en France, on avait des gens, y compris autour du président Chirac à l'époque, pour expliquer que ce qu'il se passe en Tchétchénie, ces crimes contre l'humanité, pas juste des crimes de guerre, mais contre l'humanité, il faut les comprendre, même par la dureté du climat peut-être, enfin peut-être par la dureté de l'environnement russe. Oui. On en est là. Et aujourd'hui, ce qu'il y a d'absolument terrifiant, vous faisiez une comparaison avec les janissaires d'ailleurs, je ferai une comparaison peut-être aussi même avec la mentalité du gouvernement dit des jeunes Turcs à l'époque, Talat, Pacha, etc., qui ont en quelques années construit un discours déshumanisant contre des minorités de l'Empire ottoman comme les Arméniens ou les Grecs qui jusqu'ici avaient pour certains été très intégrés dans l'Empire, et du jour au lendemain, ça devient des ennemis de l'intérieur et les Turcs ont commis un génocide. Ce qu'on voit en Russie aujourd'hui, c'est à peu près le même genre de tendance, c'est-à-dire qu'une génération de mon âge qui avait pu être éduqué dans l'idée que le stalinisme, etc., que le goulag était des crimes, maintenant on leur réapprend dès le plus jeune âge, dès l'enfance, dans la Younarmia, l'armée de la jeunesse, littéralement, que puisque les Ukrainiens sont littéralement des sous-hommes, que puisque les Ukrainiens sont de la vermine, eh bien massacrer des gens à Mariupol ou à Boutcha, c'est non seulement une arme de guerre légitime, et c'est même un devoir moral. Je terminerai en citant d'ailleurs Ivan Orlovstin, cet acteur populaire en Russie, c'est un des acteurs les plus connus du grand public russe. Il disait, il y a encore 10-15 ans, qu'il fallait mettre tous les homosexuels dans des fours crématoires. Ça n'était pas totalement apprécié en Russie, c'était un peu vu comme extrémiste, marginal. Maintenant, c'est normal. Oui. Parce qu'il est dans les grands médias russes et il a le droit de dire que les Ukrainiens, il faut les exterminer. Comme le dit aussi Alexandre Doudine. Quand Doudine dit il y a 10 ans, non c'était en 2008 même, pendant l'invasion de la Géorgie, il dit, je cite, « Il faut un génocide des Ukrainiens ». Ça, c'est un propos qui reste limité à la portion la plus extrémiste de la Russie. Maintenant, il peut le dire à la télévision russe et c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi ceux, peut-être un peu plus modérés, qui affirment que l'incapacité de la Russie à vaincre l'Ukraine de manière décisive prouve qu'elle ne représente aucune menace réelle pour l'Europe, surtout pour l'Europe occidentale. Le commandement militaire russe, par exemple, considère la prise d'une ville de la taille de Avdiivka comme un grand succès stratégique, mais ils sont encore loin de pouvoir défiler sur les Champs-Élysées. Bien sûr. Sauf que justement, la menace n'est pas qu'ils défilent sur les Champs-Élysées. Thucydide disait dans la guerre du Péloponnèse que ce ne sont pas les pierres, mais les hommes qui sont le meilleur rempart des cités. Ce qu'on voit en Ukraine, c'est que si les Russes n'ont pris même pas 1% de tout le territoire de l'Ukraine en un an, depuis 2024, la Russie n'a même pas conquis à peu près 0,8% de l'ensemble de l'Ukraine, avec des centaines de milliers de blessés et de morts. Vous citiez la bataille de Avdiivka, 20 000 Russes tués.
et à peu près 60 000 blessés pour cette ville de quelques dizaines de milliers d'habitants. Si les Russes voulaient prendre toute l'Ukraine au rythme actuel, ils ne l'auraient pas conquise avant 2125, à peu près. Donc, on pourrait dire qu'il y a de la marge. Guerre de 100 ans. Absolument, une nouvelle guerre de 100 ans. Sauf que ce qu'on voit, c'est que premièrement, en phase 2, ils ont 800 000 Ukrainiens déterminés, aguerris, qui font un conflit de survie, une nation en armes. Ils n'auront pas 800 000 personnes en Estonie ou en Lituanie face à eux. La population de l'Estonie, 1 300 000 habitants, c'est la population de Wrocław ou de Lyon en France. Voilà. Il y a plus d'habitants à Varsovie absolument. À l'Estonie tout entier. Entre 2 et 3 fois plus d'habitants dans l'ensemble de Varsovie qu'en Estonie. Il y aura bientôt plus de soldats dans l'armée russe qu'il n'y a d'habitants en Estonie, des vieillards aux bébés. Et l'autre chose, c'est que face aux Ukrainiens, les Russes tombent sur le même problème que les Ukrainiens face aux Russes. Ce sont des lignes de défense extrêmement fortes. J'étais de ceux qui, en France, ont dit en juin 2023 que la contre-offensive ukrainienne serait un échec parce que les fortifications seraient beaucoup trop denses. Vous êtes en train de fortifier votre frontière à l'est. Le corridor de Suwalki est beaucoup plus solide avant. Et il y a moins de risques d'une invasion blitzkrieg de la part des Russes, bien sûr. Mais aujourd'hui, est-ce que les armées européennes seraient capables d'aligner autant d'hommes aussi déterminés et aussi aguerris ? Pour ne pas être trop long, je terminerai sur cette phrase du maréchal de Saxe en France, qui disait que la première force à la guerre, c'est littéralement le cœur de l'homme. C'est les forces morales. On l'a vu dans les premières semaines de l'invasion de l'Ukraine. C'était le fils illégitime de notre roi. En plus, c'est vrai ça. Et il est enterré à Strasbourg. Et vous avez justement une référence à la Pologne sur sa tombe à Strasbourg, d'ailleurs, à la couronne polonaise. Donc, le maréchal de Saxe qui disait que c'était les valeurs morales, les forces morales. Pourquoi vous vous battez, qui était le premier motif dans une guerre. Vous vous battriez comme se battent les Ukrainiens, les Estoniens aussi, etc. Sauf que il y a ça, mais aussi l'expérience de la guerre. Et aujourd'hui, aucune armée européenne. Vous vous êtes battus en Afghanistan, en Irak, nous aussi. Aucune armée européenne, à part les Ukrainiens, ne sait, comme les Russes, ce que c'est de se battre aussi massivement. Et cette expérience, on l'a pas. Parlons un peu sur cette posture morale. Le général Mondon, le chef d'État majeur de votre armée, a déclaré que les Français n'auraient pas à défendre l'Alsace contre le char russe, mais ils pourraient devoir défendre le flanc est de l'OTAN d'ici 4 ou 5 ans. Mais comment expliquer à une nation dotée de l'arme nucléaire, protégée par la géographie, qu'elle pourrait être forcée à combattre et à mourir si loin de ses frontières? Cette question avait été posée par un certain Marcel Déat en 1939 dans un article resté célèbre en France où il demandait pourquoi mourir pour Danzig, donc bien sûr le nom français de Gdansk. Et il y avait déjà l'idée... Je crois que 80% ont été rejetés la proposition de Déat parce que le premier sondage de toute l'histoire de la France par IFOP, je crois, on a demandé la question, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Déat? 80% des Français ont dit non, il faut se battre contre le chancelier Hitler. Et du coup, je crois que le Premier ministre... c'était Daladier. Daladier a dit que c'était l'article le plus honteux de toute l'histoire de la presse. Absolument. Et d'ailleurs, le même Daladier, je ne serai pas trop long sur les comparaisons historiques, quand il était revenu de Munich, où nous avions abandonné la Tchécoslovaquie, notamment sous la pression de Chamberlain et des Britanniques, Daladier a été accueilli en héros à l'aéroport par des Français qui disaient « Il a sauvé la paix, bravo !» Et Daladier aurait murmuré « Oh, les cons, s'ils savaient !» Pour revenir à la comparaison donc avec le général Mondon, je pense qu'il y a vraiment désormais en France un inconscient qui monte, qui est de se dire « Si on n'arrête pas Poutine maintenant, il recommencera ailleurs. » Cette idée faisait rire il y a 1 an. Quand mon livre est paru à l'automne dernier, beaucoup de journalistes, d'experts disaient « D'accord, vous aviez raison,
Poutine a envahi l'Ukraine, on pensait qu'il ne le ferait pas. Non mais la Pologne et l'Estonie, il y a l'article 5 de l'OTAN, et puis on a la dissuasion nucléaire, comme vous dites, ça n'arrivera pas. Sauf que maintenant, entre-temps, l'élection de Trump, par exemple, qui donne le sentiment à beaucoup, on pourra peut-être en reparler, mais que les Américains pourraient ne pas aider l'Europe. Je n'ai pas forcément d'opinion tranchée là-dessus, mais beaucoup d'experts en France disent les Américains ne nous aideront pas, donc Poutine sera d'autant plus incité à attaquer. Et surtout, les Français, je pense que beaucoup commencent à comprendre que si nous ne faisons rien, la France ne sera plus jamais une grande puissance. Depuis 1 an, j'essaie de marteler dans des médias français l'idée de dire, non mais attendez, la France, quand vous regardez les chiffres, a envoyé moins d'aide à l'Ukraine que le Danemark. Est-ce que la France peut encore dire nous sommes une grande puissance et un leader en Europe si déjà on n'est pas capable d'aider le plus grand pays européen par sa superficie qui est attaqué par les Russes? Eh bien, si demain vous avez des Russes à Narva, à Daugavpils ou dans le corridor de Suwałki et que la France dirait ça ne nous concerne pas ou on a trop peur, je pense que beaucoup de gens commencent à comprendre que la France ne sera plus jamais une grande puissance si on le fait. Ce sera fini. Vous avez mentionné la Vulgate de Kiel, le fameux diaporama de l'Institut de Kiel. Qui est très pro-allemand pour le coup, ils sont un peu biaisés. Donc, parlons un peu sur les sujets des façons dont lesquelles la France a soutenu l'Ukraine. La tactique française pour soutenir l'Ukraine était de faire plus avec moins. Oui. Je crois. Vous n'avez pas envoyé le plus de matériel, mais vous avez envoyé du matériel, disons, décisif, de matériel game changer. Par exemple, le Mirage, le César, le Scalp, etc. Cela, c'est justifié, je crois, en tant qu'auxiliaire à l'aide américaine. Mais cela ne sont plus viables si les Américains décident de suspendre toute l'aide à l'Ukraine ou la quasi-totalité d'aide à l'Ukraine. Donc, la France, comme vous avez dit, doit faire plus et doit faire mieux. Mais ont-elles les moyens et la volonté? Sur les moyens, nous n'avons pas les moyens dans les armées de donner beaucoup plus. Comme vous l'avez dit, on envoie plutôt, on envoie de la qualité que de la quantité. Donc c'est extrêmement efficace quand on envoie par exemple les tout premiers canons, les Césars, qui permettent aux Ukrainiens de tirer aussi loin et aussi précisément avant les HIMARS américains. Ça a été un game changer parce que les Ukrainiens ont pu changer de tactique. Sauf que des Césars, on en produit le plus vite possible, on accélère les cadences de production, mais pas encore assez vite. Si on allait plus loin, la Pologne aurait peut-être acheté des Césars plutôt que des obusiers Howitzer sud-coréens, sauf que la Corée du Sud aujourd'hui produit encore beaucoup plus et plus vite que la France. Et dans notre propre armée, notre armée a raison de dire qu'on ne peut pas tout donner, parce que quand certains en France disent on a qu'à donner tous nos Charles Leclerc, d'accord, et on va faire comment pour s'entraîner? On va pas s'entraîner avec des bâtons. Il y a un autre aspect qui est que la France aurait les moyens financiers de faire ce que fait le Danemark, par exemple, ou les Pays-Bas, ou la Norvège à travers son fonds souverain enrichi par le pétrole. C'est que ces pays-là donnent à l'Ukraine des milliards d'euros pour que l'État survive. Et on sait, j'ai vu hier un ami ukrainien qui travaille auprès de l'administration présidentielle et de la Rada, qui disait l'enjeu numéro 1 aujourd'hui, il est aussi financier, pour que l'État survive. Eh bien la France, qu'on m'explique comment un pays qui a un produit intérieur brut de presque 3 000 milliards d'euros, qui met 800 milliards d'euros par an dans les dépenses sociales. Il faut rappeler que la France, notre budget de la défense, c'est 2% du produit intérieur brut, contre presque 5% chez vous, mais nos dépenses sociales, c'est plus de 30%. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'en France, on n'a pas quelques milliards d'euros supplémentaires qu'on pourrait donner à l'Ukraine, même si c'est pour acheter, ça me dégoûte de le dire, mais il y a une urgence, du matériel américain. Exemple, pour la défense aérienne de l'Ukraine, si nous, on produisait de nouveaux SAMT, les SAMT, ce sont donc les batteries de défense aérienne françaises, un peu comme les franco-italiennes d'ailleurs, un peu comme les patriotes américains. Les patriotes européens. Voilà. Même les Ukrainiens disent qu'ils sont plus efficaces que les patriotes. Ça fait très plaisir en France. Sauf que nous, il nous faudrait 1 an et demi pour en produire de nouveaux.
j'ai envie de dire qu'il y a un moment où il faut qu'on produise nous-mêmes pour nous à long terme, mais quand il y a une urgence absolue sur le front, je pense que la France devrait accepter qu'on donne de l'argent à l'Ukraine, même si l'Ukraine va acheter sud-coréen ou américain. Ou même japonais, maintenant que leur première ministre a l'air plutôt ouverte à l'idée de réviser la politique étrangère. Napoléon disait que pour faire la guerre, il faut 3 choses. De l'argent, encore de l'argent. Lorsqu'on parle de la dette française, est-elle comparable à celle de la Suède dans les années 90, c'est-à-dire difficile mais gérable, ou est-elle comparable à celle de la Grèce après la crise de 2008, c'est-à-dire totalement paralysante? Pour l'instant, on est dans la situation de la Suède, dans la mesure où en plus, quand Carl Bildt est arrivé au pouvoir et a fait son agenda de réforme avec le parti des démodérés, ils ont beaucoup attaqué, d'une part, dans les dépenses sociales, parce qu'ils avaient des dépenses sociales qui étaient énormes. Il s'est attaqué au confort de vie d'une partie de la population, mais on ne demandait pas non plus aux gens de mourir de faim. Voilà. Il a dit qu'il y a un moment où la Suède, donc des années 90, leurs dépenses sociales, enfin leurs dépenses publiques totales, de mémoire, c'était 62% du PIB en 1990. C'était autant que l'URSS quand elle s'est effondrée pratiquement. Sauf qu'ils dépensaient pour le social plutôt que pour l'armée rouge. Et l'autre chose dans laquelle la Suède à l'époque a beaucoup réduit ses dépenses, c'était sur l'efficacité de l'État, sur les collectivités locales, sur le gâchis entre l'État, les villes, les régions, les départements, enfin l'équivalent suédois des départements. Nous, on a encore une énorme marge de manœuvre pour réduire nos dépenses. On a plus de marge de manœuvre que lorsque, par exemple, Donald Tusk a fait des réformes économiques dans son premier mandat. Ça avait été cité en modèle à l'époque du quinquennat Sarkozy. On n'a rien fait du tout. Tusk avait été cité en modèle par Jacques Attali comme un agenda de réforme. Donc nous, on est encore en capacité de réduire la dette en attaquant des dépenses qui sont énormes par rapport aux autres pays européens. Je prendrai un dernier exemple, qui est que même si la France a une meilleure situation démographique que la Pologne, par exemple, ou l'Allemagne, pour l'instant, parce que la natalité est en train de s'effondrer, notre âge de départ à la retraite, Mitterrand l'avait passé de 65 ans à 60 ans dans les années 80, Nicolas Sarkozy l'a remis à 62 ans, Emmanuel Macron l'a mis théoriquement à 64 ans, et vous avez encore des gens en France qui disent « on va revenir à 60 ans ». C'est du délire total. On va devoir le mettre à 67 ans, et c'est ce que font tous les autres pays européens. En France, on a vraiment l'impression que si on fait ce genre de réforme que vous avez tous fait, c'est l'apocalypse selon Saint Jean. Va y avoir des rivières de sang, des pluies de grenouilles et la terre va prendre feu. Non, la France, nous n'avons pas un code génétique différent des autres pays européens. On peut faire des réformes impopulaires, mais on ne va pas mourir si on travaille jusqu'à 67 ans. Vous avez mentionné le dépense militaire, le 2% PIB ici. 4,7 de mémoire. Sans qu'en Pologne. Mais je crois qu'il y a 2 façons différentes de faire les calculs. Il y a la façon allemande, c'est-à-dire dépenser, acheter le matériel en Amérique et faire impressionner les Américains. Et il y a la façon française qui est très concentrée sur l'efficacité. Donc, pourriez-vous expliquer la différence entre les deux? Il y a 2 différences même. La première, c'est que la France est obsédée par la cohésion du modèle de force, c'est-à-dire on va dire l'écosystème, la logique de qui fait quoi, à quoi telle unité sert, à quoi tel armement va nous servir. Donc là où, par exemple, même la Pologne, par exemple, décide en mars-avril 2022, on va commander plus de 1000 chars coréens Black Panther, on va commander des centaines de Chunmoo et de HIMARS, etc. La logique française va plutôt être de dire non, on va faire beaucoup plus
on va commander moins, mais de manière beaucoup plus pointilleuse, parce qu'on veut que chaque unité ait sa spécialité, en guerre électronique, par exemple, en renseignement spatial. D'ailleurs, la Pologne a acheté des satellites français, il me semble, en 2022. La logique française, donc la première logique, c'est de dire qu'il vaut mieux une armée extrêmement cohérente qui sait faire de tout. Mais le problème, et on en reparlera peut-être... L'armée modèle bonsaï. C'est ça, absolument. Voilà, j'allais utiliser cette expression utilisée en France. On a gardé le tronc, au sens où l'armée française peut faire d'absolument tout. On peut se battre des abysses, des fonds marins, juste à l'espace. On peut faire absolument de tout, mais en toute petite quantité. Et l'autre aspect du modèle français, c'est cette quête d'indépendance. Elle n'est pas si ancienne que ça, parce qu'après tout, la 4e République, au moment où, après la Seconde Guerre mondiale, il faut réarmer rapidement, on a commencé par acheter américain. Et c'est le général de Gaulle qui a vraiment voulu qu'on fasse absolument de tout chez nous. C'est la différence entre la France et l'Angleterre. Par exemple, ouais. Les Anglais se demandent en ce moment-là si leurs services de renseignement peuvent fonctionner sans le Five Eyes, sans l'aide américaine. C'est pareil avec leur armes nucléaires. Oui, le Trident, le système Trident. Oui, quand le programme nucléaire français a commencé, le premier... la première façon d'envisager ces programmes par le général de Gaulle était un programme tout azimut, c'est-à-dire la France qui peut attaquer les États-Unis. Bien sûr. Pendant la présidence de Georges Pompidou, on s'est concentré sur les pays communistes. Mais cette mentalité reste parmi les dirigeants français. Elle reste non seulement parce que alors, il y a une révolution en France qui est que vous prenez la dernière, on va dire, revue stratégique, c'est-à-dire vraiment le document qui explique la stratégie de défense nationale. C'est la première fois depuis la fin de la guerre froide, et c'est le premier donc document de ce type qui dit vraiment à quel point il y a un ennemi prioritaire, c'est la Russie. Parce que d'ordinaire, les livres de défense français, celui du président Sarkozy en 2008 ou du président François Hollande en 2013, de un, on voulait pas désigner d'adversaire dans l'idée que, évidemment, on peut dialoguer avec Moscou. Si on dit que la Russie est une menace, déjà, c'était soi-disant pas une menace et c'était une absurdité de Polonais ou d'Estoniens de penser que la Russie était une menace. Parce que nous voulons un monde multipolaire, nous voulons être une puissance d'équilibre, donc les Russes, il peut nous aider dans le grand dessein de multipolariser le monde. Mais c'était absolument ça, et ce sera peut-être le sujet sur une autre question, avec l'idée que des pays comme la Pologne, d'ailleurs, étaient un peu des gêneurs. C'est-à-dire que nous, les Français, on est des grandes personnes, les Russes aussi, et les Polonais, c'est les petits. Et ils commencent à nous emmerder. Il y avait un peu cette idée-là. Pour revenir donc à l'application, enfin, pas la mienne, mais évidemment, c'est des politiciens français. Pour revenir à la question de la défense, le fait que la France ne s'imaginait pas non plus un adversaire spécifique fait que on voulait aussi être capable de répondre à tous les défis. Faut toujours se prendre en compte le fait que la France, 97% du territoire français dans le monde n'est pas en Europe. Ce sont non seulement les Outre-mer, mais surtout aussi la zone économique exclusive, le domaine maritime. On a 11 millions de kilomètres carrés de territoire maritime. On est au même niveau que les États-Unis. Et il y a l'idée en France que non seulement il faut défendre nos intérêts partout, y compris dans les Outre-mer, et on voit que les Chinois, par exemple, menacent de plus en plus nos Outre-mer. C'est une vraie menace. Faut pas la sous-estimer. Et on a aussi l'idée que notre armée, vu qu'on n'a pas de menace envers l'Alsace ou le Nord-Pas-de-Calais, il y a l'idée que l'armée française, elle a une mission qui est de contribuer d'abord à la gouvernance du monde, qu'on est un des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, le rôle de l'armée française doit être de protéger l'ordre international libéral. Et donc, la priorité était davantage d'intervenir en Afrique ou au Proche-Orient que de livrer une guerre soi-disant impossible contre la Russie un jour. Je terminerai vraiment sur une dernière chose, qui est qu'aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment une force, certes, du modèle français, c'est la capacité à faire absolument tout, mais encore une fois, en petite quantité et pas longtemps. Cette force, il y a une vraie question qui se pose, c'est que est-ce qu'on va se dire que
si on réarme beaucoup plus massivement, il faut se réarmer beaucoup plus massivement, est-ce que la France doit se dire on va laisser les Polonais, les Allemands ou encore les Finlandais se concentrer sur les forces terrestres et nous, les Français, on va être utiles à l'Europe et on va se concentrer sur les forces navales ou aériennes? Ou est-ce qu'on se dit que la France ne peut pas être une force secondaire derrière la Pologne ou l'Allemagne face à la Russie, et à ce moment-là, la France doit à nouveau construire ou acheter des chars d'assaut, recruter 100 000 soldats supplémentaires et aussi se renforcer sur l'armée terrestre. Mais c'est bien impossible pour une puissance moyenne d'avoir une armée d'expédition, une armée entraînée, préparée pour garder les précarés post-colonial français en Afrique, par exemple, et d'avoir à la fois, en même temps, une armée préparée à se battre dans le théâtre européen contre l'ennemi comme la Russie. Il faut choisir. Et Jean-Dominique Merchet, comme vous savez, a proposé en motto, en petite phrase, Varsovie avant Tahiti. Oui. C'est-à-dire, nous sommes un pays européen. Et nos entrées vitales sont ici, sont en Europe. Êtes-vous d'accord avec? Je suis d'accord. Alors, je suis très rarement d'accord en ce moment avec Jean-Dominique Merchet, que je trouve. Même si Tahiti, c'est le territoire national de la France. Absolument. Et d'ailleurs, les Tahitiens veulent rester français. Les sondages le montrent. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'étais d'accord même avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, dans l'idée que notre avenir est en Europe. Aussi, parce que c'est peut-être une question de génération. Mais quand on regarde, vous avez parlé du précaré colonial français. Ce précaré, soi-disant, on ne l'a plus. Parce que les dirigeants français ont été un peu aveuglés sur à quel point ces pays, et c'est tout à fait légitime, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, ils ne voulaient pas rester dominés par la France. De la même manière, si je fais une comparaison osée, que les Géorgiens, les Ukrainiens ou les Moldaves ne veulent pas être enfermés dans l'espace russe, nous, on a mis du temps à comprendre, et certains n'ont pas encore compris, que les pays africains francophones ne voulaient pas être uniquement dans le monde français, le monde francophone. Il y a de ça, et il y a aussi le fait que pour ma génération, l'empire colonial, etc., c'est du passé. On est très fiers que notre langue, le français, soit désormais plus parlée en Afrique qu'en Europe. Mais sauf que ma génération, c'est aussi une génération qui, à gauche comme à droite, enfin ça dépend, mais il y a aussi l'idée qu'on est d'abord et avant tout un pays européen. La génération d'avant, vouloir parler de Budapest ou de Varsovie, c'était le rideau de fer, Iron Curtain. Maintenant, vous avez plein de jeunes Français qui vont passer des vacances, par exemple à Budapest ou même Cracovie, qui devient aussi très vu sur Instagram. Je vois plein d'amis qui suivent des... les Français redécouvrent l'Europe. On va pas en Erasmus à Dakar. Voilà, les Français redécouvrent l'Europe. Et vous avez aussi, je terminerai sur une chose, dans l'extrême droite française, les nationalistes, c'est quand même le premier mouvement aujourd'hui en France, de très loin. Il y a quand même de fortes chances que Jordan Bardella soit le prochain président français. Eh bien, jusqu'ici, dans l'extrême droite française, il y avait l'idée que la France, c'est d'abord un pays qui doit être totalement, évidemment, souverain, mais notre futur, c'est davantage la francophonie et la France qui parle à la Chine, au monde multipolaire, et l'Europe, on s'en fout. Jean-Marie Le Pen a dit aux Algériens, vous êtes la jeunesse de la nation. Mais voilà, non mais c'est inimaginable aujourd'hui, alors que la jeune génération au Rassemblement national, autour de Bardella, je pense notamment à un eurodéputé qui s'appelle Pierre-Romain Thionnet, et je pense qu'il est très intéressant comme genre de personne, parce que c'est un petit peu ceux qui vont... un peu comme Meloni en Italie, c'est des gens qui réinventent le nationalisme, entre guillemets. Et bien pour ces gens-là, la priorité, c'est davantage la Pologne ou la Lituanie que l'Afrique. Parce qu'ils se disent, on est des Européens, on veut plus d'immigration non européenne et on va se concentrer sur l'Europe. Pour l'extrême droite, il y a aussi une fantaisie de la Pologne comme une Wakanda blanche, non pas? Absolument. Ah non, mais ça, c'est vrai que vous regardez les discours du début des années 2000 du Front National, les Polonais prennent notre travail, les Polonais nous coûtent cher, le plombier polonais est un escroc qui travaille pour pas cher, et on veut pas des Polonais en Europe. De toute façon, la Pologne, c'est l'ex-URSS. Voilà, ça c'est le discours il y a 20 ans. Le discours anti-lituanien de Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas? Absolument, voilà. Le fameux sentiment anti-lituanien. Effectivement, même à gauche, donc on a Mélenchon qui dit, tant qu'on est des Lettons, on s'en fout, je les emmerde, les Lituaniens. Bon, aujourd'hui,
les nationalistes français vont vous dire au moins à Varsovie, il n'y a pas d'immigration, Varsovie, c'est une ville tranquille, etc. Voilà. Donc, quand vous dites Wakanda blanche... C'est comme la France dans les années 60 ou 70. Oui. D'ailleurs, j'avais moi-même dit, alors je tairai son nom, mais j'avais dit à un député du Rassemblement national qui disait oui, mais la Russie, c'est quand même un pays traditionnel, chrétien. Je lui ai dit, foutaise, non. La Russie, c'est un pays où il y a beaucoup plus d'avortements qu'en France. Il y a beaucoup plus... les gens vont moins à la messe en Russie qu'en France, le dimanche. Je lui ai dit, si tu cherches un pays traditionnel en Europe qui pourrait inspirer la France, c'est plutôt la Pologne, par exemple. Oui. Est-ce que vous avez vu la réaction de Éric Zemmour comme il a vu la prise d'une ville ukrainienne par les soldats tchétchènes qui ont crié Allahu Akbar. Oui, c'est ça la réalité. La Russie est un pays vraiment multiculturel. Et il le revendique. Un pays raciste, mais à la fois multiculturel. Normal, puisque c'est la pire de deux mondes. C'est normal, puisque c'est le plus grand empire colonial du monde, la Russie. Oui. Anecdote d'abord sur Éric Zemmour. J'avais animé un débat entre lui et une personnalité politique française à l'époque. Et après le débat, comme il a cité pendant l'échange, il dit la France doit se rapprocher, alors à l'époque de la Pologne, mais aussi de la Hongrie et de la Russie. Je lui pose une première question qui est, attendez, vous voulez vous rapprocher et des Russes et des Polonais en même temps, vous ne voyez pas un problème? Il comprend pas, bon. Et ensuite, il dit, la Hongrie, c'est un modèle, Orban, c'est un modèle, il faut faire pareil en France et en Europe. Je lui ai dit, vous êtes au courant que Viktor Orban soutient l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et que l'année dernière, c'était une conversation en 2021, que l'année dernière, la Hongrie a soutenu l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, la plus vieille nation chrétienne au monde. Il a dit, mais pas du tout, c'est pas vrai, nanana, ben voyons. Je lui ai montré un article en anglais qui dit que Orban soutient l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Son regard était comme un lapin devant les phares d'une voiture. Il était... Parce qu'il ne peut pas comprendre que la géopolitique est parfois un petit peu plus que des questions de, on va dire, de binaire noir ou blanche. Oui. On a demandé à Éric Zemmour, vous avez eu 30%, 35% dans les sondages, et maintenant ce 4%, donc qu'est-ce qui s'y avait passé? Et il a répondu, Vladimir Poutine. Bien sûr. Mais je veux dire, il s'est même opposé, Éric Zemmour, à l'idée d'accueillir des réfugiés ukrainiens en France. C'est comme les communistes après 1956 ou 1968, c'est-à-dire maintenant c'est le comment dire comme le Fabien Roussel. Non, comme tous les Kronstadt. Oui, parce que nous avons vu le soulèvement de démarrer en Kronstadt. C'était la première fois comme les communistes ont utilisé les soldats, des armes pour vraiment tuer des autres révolutionnaires. Donc c'était un moment de vérité. Et c'est ça. Et après, chaque génération a eu sa propre Kronstadt. C'est l'Hongrie, c'est la Tchécoslovaquie, et peut-être c'est pareil pour l'extrême droite aujourd'hui. Oui, et puis dans l'extrême... de Kronstadt. Et dans l'extrême gauche française, elle reprend finalement cette formule de la Révolution française. La Révolution dévore ses propres enfants. Moi, je prends le pari que aujourd'hui, les Jean-Luc Mélenchon, etc., vont se faire dévorer par la génération qui suit, qui va leur dire basiquement que vous êtes des vieux cons blancs, voilà. Donc et pour en revenir donc à la Russie justement, ça reste donc un empire colonial multiculturel. La Russie valorise cette dimension multiethnique. Je prends un exemple tout récent. Vous avez des pubs pour le recrutement dans l'armée russe qui montrent des soldats russes roustis ethniques se battre avec un Tchétchène, un Bouriate, un Touvain. L'ancien ministre de la Défense, Sergei Shoigu, vient de la République ethnique de Touva. C'était très valorisé dans l'armée pour dire, regardez, on est l'armée de, pas des roustis, mais des rossianines, des Russes au sens... Parce qu'ils ont deux mots différents. Il y a ruski, c'est-à-dire... un russe ethnique, un russe des souches, et les rassianines, c'est-à-dire le citoyen de l'Empire russe. Par exemple, un Tchétchène n'est pas un rousti, mais un rossian. En revanche, de la tête des Russes, un Ukrainien dans l'armée ukrainienne qui tue des Russes tous les jours, mais qui est d'origine russe, est un rousti. Mais donc, dans cette Russie, il valorise de plus en plus ce côté multiculturel,
Au point d'ailleurs qu'on l'a oublié, mais Alexei Navalny, par exemple, à un moment, il défilait avec l'extrême droite russe pour dire ce Poutine fait venir trop d'immigrés d'Asie centrale, des Ouzbeks, des Tadjiks en Russie. Poutine a été critiqué par les nationalistes russes en 2015 quand il a inauguré, aux côtés de Erdogan, la plus grande mosquée d'Europe à Moscou. Et dernièrement, on voit en Russie des gens comme, par exemple, Konstantin Malofeyev, qui est un oligarque monarchiste, réactionnaire, qui se plaint du fait que la Russie n'est pas assez au rousquille, justement, et qu'on laisse trop de place à ces sous-peuples, entre guillemets, ces sous-ethnies. Je pense qu'un grand problème que la Russie va avoir à l'avenir, dans son nationalisme, dans son impérialisme, est qu'elle veut concilier d'un côté cet empire multiculturel qu'elle valorise de plus en plus pour montrer qu'elle n'est pas un pays européen et qu'elle est un pays eurasiatique. La Russie, elle valorise ça de plus en plus, mais ça énerve des nationalistes russes. Et dans l'impérialisme russe, il y a aussi le fait que, et c'est ce qui m'avait laissé penser que Poutine envahirait l'Ukraine, c'est que le moteur de l'impérialisme russe, c'est exactement la même chose que le pan-germanisme allemand, qui disait que ma région d'origine, l'Alsace, devait être allemande parce qu'on y parlait allemand alors que les habitants se sentaient français. L'impérialisme russe, aujourd'hui, il repose sur l'idée du Russki Mir, le monde russe. Tous les gens qui parlent russe doivent être soumis à la Russie ou protégés par la Russie. Il y a un moment où il va y avoir une contradiction entre cet empire de Ya Russki, je suis russe, c'est une chanson populaire en Russie du chanteur Shaman, qui fait des apologies au passage du nazisme. Cet empire Ya Russki, cet empire des Russes, il y a un moment où ça va être compliqué de coexister avec une Russie multiculturelle où il y aura 25% de musulmans en 2050. Vous avez invoqué l'Afrique, le précaré, ou l'ancien précaré français. Je suis d'accord avec vous que c'est évident que la vieille France-Afrique était payée, balayée, oubliée, finie. Quoi qu'ils fassent les Français ou bien les Russes. Parce que les Maliens, les Tchadiens et les autres étaient là de l'ordre postcolonial et franchement, les Français étaient là de mener sans cesse des combats qui n'étaient pas les leurs. Et investir du temps, de l'argent, des efforts, par exemple, en Afrique francophone ou l'Asie centrale paraît plus judiciaire. Bien sûr. À ce stade. Cependant, il existe ce qu'on appelle l'honneur de la France. Cet honneur, je crois, a été blessé par l'aventurisme russe dans la région ouest-africaine. Le Sahel, ouais. Oui. Y a-t-il une soif de revanche? Y a-t-il une nouveau général Boulanger parmi les rangs de l'armée française? Une soif de revanche contre la Russie après la campagne, parce que c'était une vraie campagne anti-française au Sahel. Non seulement oui, et non seulement c'est ce qui me porte à être optimiste quant au fait que la France va vraiment défendre l'Europe et que la France ne va pas arrêter son rapprochement avec l'Europe centrale et orientale et qu'elle va le renforcer. C'est que quand vous regardez dans l'armée française, je peux vous dire que fin 2021, moi j'étais un stagiaire dans l'école militaire et beaucoup de militaires rigolaient à l'idée que la France allait partir du Mali. La France a officiellement, annonce du président de la République, quitté le Mali une semaine, jour pour jour, avant l'invasion de l'Ukraine. C'était le 17 février 2022 qu'on a officiellement quitté le Mali. Et entre-temps, la France a eu un peu, 6 mois après le ultimatum du gouvernement de Mali pour souligner que nous partons, bien sûr, mais nous déciderons. Voilà, mais l'orgueil français était déjà blessé, et surtout, l'Afrique... On dit arrogant comme en français en Afrique. Absolument, c'est un très bon titre de livre d'ailleurs, que je recommanderais, mais une des raisons de l'obsession de la France à rester en Afrique, vu que vous parlez de l'honneur, etc., à la fin, elle était irrationnelle. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour des raisons économiques. On fait plus de commerce, avec la Pologne, par exemple, qu'avec toute l'Afrique francophone, en gros. Notre uranium, on l'importe plus du Niger, on l'importe du Canada, du Kazakhstan, même les Américains importent de l'uranium de Russie, nous non, pour le coup.
Mais on n'était plus là pour des raisons vraiment stratégiques, à part peut-être éviter des millions de réfugiés, de migrants supplémentaires en Europe. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Europe essayait un peu de nous aider, c'était ça. Mais nous, on s'obstinait en Afrique parce que c'était un des piliers de la puissance mondiale française. Ouais. On se disait, l'Allemagne a plus d'industrie et de PIB que nous, sauf que l'Allemagne, à part l'Autriche, le Luxembourg, la Suisse, etc., ça parle pas allemand. Nous, on a tout un continent avec des pays entiers qui sont encore de la sphère, entre guillemets, française. C'était ça le plus important, en fait, pour les Français. Et l'obstination à ne pas lâcher, c'était ça. Et c'est ça qui nous a perdus. Maintenant, il y a cette revanche, aussi justement parce que c'est une question d'irrationnel. Et je pense que quand la France, déjà, elle s'engage en Asie centrale, etc., il y a cette volonté de revanche. Il y a aussi le fait qu'on se dise avant qu'il fallait respecter la sphère d'influence des Russes. Ils vont nous respecter. Bon, ils ne l'ont pas fait du tout. Ils nous ont chassés d'Afrique, littéralement. Nos dirigeants se disent, très bien, on va y aller aussi. Un exemple, je terminerai sur celui-là pour pas être trop long, un exemple pour moi qui est très bon sur ça, c'est l'Arménie. L'Arménie est peut-être le pays le plus francophile aujourd'hui au monde. Des sondages commandés par les Américains, pourtant, de l'International Republican Institute, montrent que le pays auquel les Arméniens font le plus confiance est désormais la France, loin devant la Russie. Les Arméniens se sentent trahis par les Russes qui les ont laissés perdre face à l'Azerbaïdjan. Vous avez envoyé les Bastions, les Césars et des autres types de harnaments pour soutenir la résistance arménienne contre l'agression d'Azerbaïdjan. Quand en 2020, alors bon, j'avais 22 ans, donc c'était pas très crédible, mais vous avez cette agression de l'Azerbaïdjan contre donc l'Artsakh, le Nagorno-Karabakh peuplé d'Arméniens, et j'ai essayé de dire à quelques députés, sénateurs français, il faudrait que vous proposiez, de droite et de gauche, les deux bords, il faudrait que vous proposiez que la France vende des canons César, voire des Rafales ou autres. Les Rafales, c'était pas réaliste, mais au moins des canons César ou des Charles Leclerc à l'Arménie. Ils ont rigolé en disant mais c'est un pays pauvre, ils sont finis, et en plus de ça, c'est l'ex-URSS. Toujours l'idée, on va pas toucher à ce qui est aux Russes. C'est à eux. Enfin, c'est vraiment mentalité de colon, quoi. Et maintenant, on le fait. Super. On peut aller encore plus loin. La France, j'aimerais que, par exemple, notre industrie nucléaire remplace les Russes là-bas, parce que Rosatom, leur vieille centrale en Arménie commence à vraiment être trop vieille. C'est un bon exemple de comment on peut prendre une revanche contre la Russie, mais encore une fois, moi je pense que la France, sa mission principale aussi, c'est d'être à fond dans la défense de l'Europe orientale, et que ça tombe bien, on a été chassé d'Afrique, et on peut mettre plus de troupes en Estonie, en Roumanie ou en Moldavie. C'est pareil en Asie centrale ou en Mongolie, par exemple. Le président de Mongolie a dit que la France, aujourd'hui, c'est notre troisième voisin. Après la Chine et la Russie, Emmanuel Macron a dit que nous considérons comme des exporteurs de la souveraineté. Absolument, ou des partenaires de souveraineté, et ça c'est une formule qui a beaucoup plu en Inde. Je me souviens, par exemple, quand j'étais en Afrique du Sud pour ce qu'on appelle le Y20, qui est le sommet des jeunes du G20, c'est un sommet officiel, nos pays, nous, on a des délégations où on représente nos pays. C'était très intéressant pour moi de voir à quel point les Indiens ou les Indonésiens pensent sérieusement que la France, c'est un peu un troisième partenaire entre la Chine et les États-Unis. On sait très bien que les Indiens, Narendra Modi a accueilli Poutine avec un câlin. Les Indiens ne comprennent pas à quel point ce qui se passe en Ukraine est grave. Pour eux, c'est comme ça, c'est une guerre, et alors c'est normal, non? Les Indiens sont proches de la Russie encore, mais ils se disent que la France, c'est un pays qui, certes, n'est pas le plus puissant du monde, mais un pays souverain. Et ils se disent, pareil pour l'Indonésie, ils se disent que la France, c'est un pays qui peut leur permettre de diversifier. Et ça, je pense que la France l'a enfin compris. On a compris qu'on n'est pas les seuls à être mondialisés. Même Donald Tusk, quand il était allé au Vietnam, il a trouvé des Vietnamiens qui parlaient polonais de l'époque du Comecon. On a compris qu'on n'est plus tout seul. Que les Allemands font plus de commerce que nous en Afrique, par exemple. Mais on a compris que ce que nous, on peut vendre, c'est aider les pays à être plus autonomes et plus indépendants. Vous avez parlé un peu
sur la revanche style homme d'affaires, la revanche des businessmen, oui, l'uranium au Kazakhstan, les contrats en Inde, etc. Mais parlons un peu sur le plan militaire. Notre posture, je parle de l'OTAN dans son ensemble, était principalement défensif. Nous réagissons à les provocations, les actions de la Russie, mais nous ne ripostons pas. N'est-il pas temps de changer cela et d'adopter une attitude plus offensive? Par exemple, pourquoi ne pas frapper les mercenaires russes en Afrique, comme vous l'avez fait en 2021 à Bassangoa, à l'Afrique centrale, lorsqu'une unité Wagner a été attaquée par un avion de chasse, probablement français. Oui, je suis d'accord. Pourquoi ne pas mener des opérations politico-psychologiques en Russie ou au Bélarus? Ils pratiquent et profitent de la désinformation. Nous pourrions les frapper très fortement avec l'information, avec la vérité. Il faut militariser, weaponiser la vérité. Ou peut-être pourquoi ne pas attaquer l'infrastructure stratégique, par exemple dans le Caucase. Alors je suis tout à fait d'accord déjà sur le terrain de l'information. Il y a un problème, certes, qui est que il ne faut pas qu'on renforce le régime en donnant l'impression que les Russes sont attaqués de l'étranger. Un exemple, Navalny avait fait cette vidéo qui a été vue par énormément de Russes, des dizaines de millions de Russes ont vu cette vidéo, il montre le palais de Poutine à Sotchi. C'est pas pour autant que les Russes se sont rendus compte que Poutine était corrompu, pourri et utilise leur argent. Si demain c'était la France, par exemple, qui promouvait sur les réseaux sociaux russes, sur Vkontakte, sur Telegram, etc., et qu'elle me montrait des images pour leur dire « Vous avez vu qui vous dirige, ce sont des oligarques, des mafieux », à mon avis, ça aurait l'effet inverse. Les Russes se diraient « Ah, on nous ment, on veut nous faire croire que… » En revanche, je pense que la France devrait, et on commence un petit peu à se réveiller, mais qu'on devrait effectivement arrêter d'être en défense et aller à l'attaque sur le terrain informationnel toujours. Une des raisons pour lesquelles on a perdu la bataille de l'information pour l'instant en Afrique, c'était que de un, on était sur la défensive, effectivement. Tous les jours, il y a des On a coupé les financements pour Radio France Internationale, etc. Oui, voilà, c'est stupide. Il y a cette phrase de Mark Twain, « Le temps que la vérité mette ses chaussures, un mensonge a le temps de faire le tour de la Terre. » C'est-à-dire que nous, on se prenait des centaines de désinformations par jour en Afrique, et on commençait à répondre à la première, et le temps qu'on ait fini, c'était pas possible. Et je pense que quelque chose qu'il faut qu'on change, c'est non seulement pas qu'on se pète forcément à partager des fake news, mais qu'on ait, par exemple, des centaines de gens payés en France à plein temps ou n'importe où en Europe pour passer leur journée à diffuser partout des vidéos qui montrent les hommes de Wagner qui tuent, qui violent, qui volent en Afrique, que les populations comprennent que les Russes sont pas... Par exemple, le massacre des Moura. Voilà. C'est Moura et Boucha, ce sont les deux massacres absolument comparables où les soldats russes, ou les mercenaires russes, ont tué... les gens qui n'étaient pas des combattants. Ce sont des civils tués justement pour faire savoir tout le monde que nous sommes là et que nous sommes absolument libres à vous massacrer. Oui, et d'ailleurs, en plus, si nous, on en parlait et qu'on dénonçait ça, et qu'on dénonce ça, on montrerait aussi que pour nous, la vie de quelqu'un en Centrafrique ou au Mali a la même valeur que quelqu'un en Ukraine. Et qu'on pourra plus dire que l'Occident, il y a le fameux deux poids, deux mesures, c'est-à-dire l'idée qu'on s'intéresse uniquement aux Européens et que le reste du monde, pour nous, on s'en fout. On peut combattre ça et surtout, moi, je pense que là où il faut aller et changer, c'est sur l'irrationnel. On a perdu en Afrique parce qu'on était dans la rationalité. C'est-à-dire que quand la propagande russe, mais pas que la propagande russe, la propagande chinoise aussi, explique que la France doit sa richesse au pillage de l'Afrique, nous, ça nous paraît totalement absurde. On n'a pas construit Notre-Dame et la Sainte-Chapelle en pillant le Mali. Donc on répondait, ah mais non, la France n'a pas de mine d'or au Mali. Et c'était vrai, il n'y a aucune mine d'or française au Mali. Maintenant, il y a des mines russes. Et sauf qu'on n'avait pas compris qu'on ne répond pas à de l'irrationnel
à ce que Raymond Aron appelait les passions, justement, ou Tocqueville. On ne répond pas de l'irrationnel par des chiffres. C'est la même erreur que Hillary Clinton face à Trump. Lui, il parle au cœur, il parle un langage vraiment qui parle à la passion. Et quand elle était « Ah non, saviez-vous que les immigrés rapportent plus qu'ils ne coûtent ?» Enfin, c'est pas le sujet. Et donc, on voit aujourd'hui, encore vraiment, je vais peut-être des réponses un peu longues par ailleurs, mais on voit aujourd'hui que une des choses qui marche, pourquoi est-ce que les Français ou les Allemands soutiennent l'Ukraine alors qu'on n'a pas la guerre à nos portes comme en Pologne, c'est parce que ça nous parle au cœur. Les Français qui voient des images, par exemple, d'un drapeau européen place Maïdan ou à Tbilissi, se rendent compte que l'Union européenne, c'est aussi autre chose que la politique agricole commune et l'euro. Et ils se rendent compte que pour beaucoup de gens, c'est une civilisation et que des gens sont prêts à mourir pour ça. En Arménie, si les gens aiment justement la France alors qu'on n'a rien fait pour les aider jusqu'ici, à part quand on a sauvé des Arméniens du génocide, mais c'était il y a 100 ans, c'est parce qu'ils pensent à l'histoire. Voilà. De la même manière que les Polonais peuvent nous en vouloir parce qu'on n'a pas honoré nos alliances en 1939, je pense qu'il faut aller sur le terrain de l'émotion et de ça. Et qu'on peut gagner contre Poutine sur ça. Ok, mais où sont donc le nouveau Bob Denard, Roger Falk et des autres mercenaires français? Peut-être c'est le temps pour réétablir une présence française en Afrique de la vieille école, n'est-ce pas? Peut-être c'est le temps pour une France un peu plus méchante. Oui, je pense. Alors déjà, je commencerai peut-être pas d'ailleurs par là, mais par le Liban, par exemple. Le Hezbollah est décapité, le Hezbollah a tué des soldats français, le Hezbollah a fait souffrir à l'enfer aux Libanais. Le Liban est le genre de pays, par exemple, où la France pourrait recommencer à être méchante, défendre nos intérêts, mais aussi défendre des pays qu'on considère comme des pays amis. Je commencerai par là, par exemple. Et s'agissant de l'Afrique, c'est quand même 55 pays. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le moment pour la France de vouloir faire le coq et montrer les ailes au Mali ou au Burkina. Par contre, il y a beaucoup de gens qui en ont marre en Afrique de l'Est de l'impérialisme chinois, de l'arrogance des Chinois qui essayent de montrer que c'est eux qui sont en train de construire le continent et de s'approprier l'économie. Il serait temps d'avoir des Bob Denard français contre l'influence chinoise en Afrique. Oui, les Russes sont très maladroits en Afrique. Bien sûr, ils sont brutaux, ils savent faire que ça. Il y a ce proverbe russe de l'époque de Catherine II, quand on a la force, on n'a pas besoin d'être intelligent. On va être plus intelligent qu'eux et on va les battre. Mais ils ont perdu beaucoup de batailles contre les milices des tribus. Ils sont nuls. Ils sont absolument nuls. La France a contrôlé un territoire de taille de l'Union européenne avec 5 000 hommes. Avec 5 000 hommes. J'en connais qui sont morts d'ailleurs là-bas. Donc la différence entre la présence militaire française au Sahel et la présence militaire russe est énorme. Mais d'ailleurs, il est très intéressant de voir. En fait, j'ai échangé il y a 2 mois avec un Malien. Alors lui, maintenant, il vit à Bamako, mais il est originaire du Nord. Et il disait que le sentiment anti-français, il est au Sud, là où les gens n'étaient pas concernés par les djihadistes. Et comme c'est un pays immense, le Mali... pour eux, c'était tellement lointain que les Français là-bas ne sont là que pour piller le Mali. Et sauf que les gens au nord, comme lui, comme sa famille, se rendent compte que non seulement les Français étaient utiles là-bas, comme les Américains, on n'a pas réussi à vaincre le terrorisme. Mais on essayait. Ils se rendent compte que les Russes ne sont là que pour se faire de l'argent et que soit ils se battent pas, parce que c'est pas ils n'ont pas envie de mourir pour les Maliens, alors que nous on a perdu 60 soldats là-bas, soit ils se battent mais mal. Et moi je suis presque de l'avis de faire ce que font les Ukrainiens au Soudan par exemple. Certains ont parlé du Ukrainian Jihad. Les Ukrainiens envoient leurs services spéciaux combattre les Russes là-bas. Je pense qu'il faut faire pareil. Moi vraiment je suis dans l'idée de la raison d'État. Voilà, c'est la tradition de Richelieu, etc. Je pense que le cœur d'un homme d'État, ça doit être non pas dans son cœur, mais dans sa tête. Et qu'il n'y a aucune pitié à avoir contre nos ennemis, y compris en Afrique. Retournons en Ukraine. Vous avez parlé de temps en temps dans des entretiens différents au sujet
de l'initiative européenne de bouclier aérien, de Sky Shield. C'est quoi le Sky Shield et pourquoi est-elle importante, cette initiative? Alors, le Sky Shield, je précise d'emblée qu'il y a plusieurs propositions de Sky Shield. Il y a le Sky Shield proposé par les Allemands, par exemple, qui n'a rien à voir avec l'Ukraine et qui consisterait à créer un bouclier de défense aérienne en Europe. Nous, ça n'a rien à voir. L'initiative Sky Shield que nous proposons en France avec quelques amis, Xavier Titelman, par exemple, qui est un expert aéronautique et qui est en Ukraine très régulièrement, c'est l'idée suivante. C'est que la France ou d'autres pays volontaires vont abattre directement des drones et des missiles russes qui vont frapper les civils ukrainiens, d'abord au moins dans l'ouest de l'Ukraine. Mm-hmm. Je précise, ouest de l'Ukraine. Utilisons quoi? Par exemple, des avions de combat Rafale, c'est le scénario le plus crédible. J'ai travaillé directement avec des gens de l'état-major de l'armée de l'air, donc, et j'ai travaillé aussi vraiment avec parmi les meilleurs experts. On arrive à la conclusion que la France, après des dizaines d'heures de travail, la France, on peut y aller seul avec seulement 12 avions de combat Rafale en rotation. Donc, on enverrait 3 une nuit, puis 3 autres une nuit encore après. Un avion AWACS pour être autonome, donc de renseignement et de radar, pour être autonome et ne pas dépendre des Ukrainiens. Comme ça, on pourra dire qu'on n'est pas dans l'interface de l'armée ukrainienne et qu'on agit tout seul. Donc, on n'est pas lié à l'armée ukrainienne. Et on a même prévu des avions ravitailleurs. Voilà. On en prendrait 3 sur la quinzaine d'avions qu'on a en France, d'avions de ravitaillement. L'idée donc, de Sky Shield, c'est qu'on abat ces drones et ces missiles, au moins d'abord dans l'ouest de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que on resterait à des centaines de kilomètres du front et on resterait sûr qu'il n'y a pas un Sukhoi russe ou un avion de combat russe qui pourrait nous attaquer. Donc, on est dans un scénario où on se contente d'abattre des drones et des missiles, où on sauve énormément de vies en Ukraine. On rend aux Ukrainiens leur nuit sans être terrifiés toutes les nuits, mais on n'abat pas des pilotes russes. On ne tue pas des Russes. La deuxième chose, c'est que... Donc c'est un no-fly zone, de quelque sorte. Ouais. D'abord, une no-fly zone, d'abord concentrée sur l'ouest de l'Ukraine. Ça permet aussi aux Ukrainiens de concentrer davantage de force vers le front. Okay. Ils pourront mettre toutes les batteries de défense aérienne qui sont à Kiev ou à Lviv, ils pourront, ou à Odessa, qui seraient aussi couvertes par Sky Shield, ils les mettront beaucoup plus près du front, à Kherson, à Dnipro, etc. Okay. Mais au point de vue du droit international, c'est légal. C'est légal? Ça ne consiste pas en un acte de guerre contre la Russie de octroyer un no-fly zone dans la partie du territoire ukrainien? Déjà, on se baserait sur la charte de l'ONU qui laisse les États appliquer le droit international humanitaire en intervenant contre des crimes. On l'a invoqué à raison contre les Serbes qui massacraient les Bosniaques. Deuxièmement, on ne serait pas belligérant. Alors, les Russes parlent de co-belligérance. C'est un terme qui n'existe pas en droit international. Soit vous êtes belligérant, soit vous l'êtes pas. Il n'y a pas un autre... C'est pas possible d'être demi-belligérant. Mais oui, voilà. C'est une invention de la propagande russe qu'on a souvent entendue en France. Vous seriez co-belligérant. Non, soit on est en guerre, soit on l'est pas. De toute façon, les Russes disent eux-mêmes déjà qu'ils sont en guerre contre nous. Mais je prendrai une comparaison. La France a abattu directement des drones et des missiles iraniens qui allaient frapper Israël. On a inventé un prétexte. Et la Jordanie, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on a donné un prétexte qui était de dire « Ah, oh non, on a juste protégé la base française en Jordanie. » Non, ce sont les Israéliens et les Jordaniens qui ont demandé de l'aide. Voilà. Donc, on a aidé. Si on fait ça pareil avec... Donc, il y a un précédent. Oui, voilà. Et il y en a d'autres des précédents où, en tout cas, on n'entre pas en guerre contre la Russie. La deuxième chose, c'est que, alors là, c'est une opinion personnelle, c'est pas le droit international. Je pense que il est moins escalatoire, moins dangereux pour la France ou le Royaume-Uni ou même la Pologne si d'autres pays intervenaient, d'aller abattre des drones et des missiles qui sont inertes, qui sont juste des armes. Pour moi, c'est moins dangereux et offensif du point de vue russe que le fait de donner des Césars ou des Mirages qui tuent des Russes. On ne tue pas des Russes avec des armes françaises. Donc pour moi, c'est pas escalatoire. Et il y a une dernière chose, c'est que
Il y a cette phrase de Graham Allison dans son livre The Essence of Decision sur la crise des missiles de Cuba, où il dit que les soviétiques étaient dans l'idée du escalate to de-escalate. L'idée de raise the stakes. On va faire monter les enjeux pour calmer tout le monde. Je pense que si nous, demain, l'aviation française part de Yechov ou de Roumanie, en tout cas, ou de la base aérienne de Lask, par exemple, on décolle avec nos Rafales pour sauver des vies ukrainiennes. Je pense qu'on va montrer à Poutine à quel point, là, on aide un pays qui n'est pas dans l'OTAN, c'est pas la peine de venir nous tester. Ils ont envoyé des drones sur votre pays où il y aurait pu avoir des morts. Vous avez réagi avec sang-froid. Ça n'a pas été la Troisième Guerre mondiale quand, dès novembre 2022, vous avez dû réagir à des drones russes. Là, le fait, à mon sens, d'intervenir en Ukraine, on montre non seulement aux Russes qu'il ne faut pas trop venir nous emmerder, mais on montre aussi aux Américains qu'on n'est pas prêt de lâcher l'Ukraine. Et donc, les Américains qui disent c'est à eux de négocier avec les Russes parce que les Européens sont faibles, là, on va leur montrer à quel point l'Europe, on est encore là et on va se battre. Et je fais encore des phrases à rallonge, mais vous parlez d'honneur tout à l'heure. Tiens, une revanche d'honneur. La France a beaucoup à se faire pardonner, enfin, à mon sens, sur notre posture internationale. Mais si demain, on peut dire que ce sont des Rafales français qui ont sauvé des enfants ukrainiens à Lviv ou à Kiev, mais quel honneur! C'est la France, notre devise de liberté, égalité, fraternité, on la remet enfin en avant. On tient tête à un tyran qui n'arrête pas de dire qu'il va atomiser Varsovie ou Berlin. On montre à Poutine qu'on n'a pas peur et que le droit international, c'est pas juste des mots et que l'armée française sauve des vies en Europe. Ce serait tellement beau, je pense, pour la France. Vous avez mentionné l'escalation au nom de la déescalation. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition que la France devrait recréer son potentiel préstratégique, comme on parle de l'arme nucléaire, c'est-à-dire l'ancien système de... c'était quoi? C'était Pluto et Hadès. Et Hadès. Ouais, du nom des divinités grecques, d'ailleurs. Alors moi, je pense que la France devrait se poser la question d'armes, effectivement, tactiques, pour avoir plus de souplesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la stratégie française, c'est le tout ou rien. Oui. Cela dit... la proposition de François Mitterrand, qui voilà. Si on veut faire la dissuasion, c'est plus crédible si c'est tout ou rien. Ouais. Cela dit, il y a quelque chose de tout à fait légitime en France, c'est l'idée que, de un, l'arme nucléaire, ça doit rester une arme politique, de non-emploi. C'est pas juste un obus qui explose plus fort. Or, si on revient au système Pluton, Hadès, etc., l'idée d'employer éventuellement l'arme nucléaire sur le champ de bataille, ça veut dire que, premièrement, le seuil, le threshold, on va dire, à partir duquel on emploie l'arme nucléaire est abaissé. Ça rend ça plus dangereux. Et deuxièmement, ça veut dire que en face, les Russes, par exemple, seraient beaucoup plus légitimes ou incités à se dire puisque les Français peuvent théoriquement utiliser une tête nucléaire pour aller atomiser des chars russes à Souvalki, nous, on pourrait très bien dire la même chose. Tiens, on va employer une arme nucléaire tactique contre Gotland, exterminer l'armée suédoise et on ne sera pas encore dans la guerre nucléaire. Moi, je pense qu'il faut peut-être des armes tactiques. Alors, ce n'est pas forcément la priorité, parce que les moyens sont limités, mais ça pourrait être utile pour une dimension européenne, justement. Moi, je suis vraiment partisan du fait qu'il faudrait que la France dise officiellement que notre arme nucléaire doit défendre toute l'Europe, et je suis même favorable à un nucléaire sharing à la française. Je pense qu'il faudrait, pas avec l'Allemagne personnellement, aussi pour des raisons historiques, mais qu'on propose à la Pologne, à la Suède et à la Roumanie, 3 pays pour des raisons stratégiques différentes, d'avoir un système de double clé avec la France et qu'on ait quelques rafales dotées d'armes nucléaires en Suède, en Pologne et en Roumanie. Alors, je suis très minoritaire là-dessus en France. Peut-être que mon ami Bruno Tertrais dira que c'est une folie. Il aura peut-être raison. Mais moi, dans ce scénario, avoir des armes tactiques
et des armes comme celle des bombes américaines de faible puissance, pour moi, ça peut permettre de totalement dissuader. On n'est pas en train de dire qu'on va risquer Paris pour Narva, mais on montre aux Russes à quel point une agression contre la Pologne ou la Roumanie, pour nous, on est prêt à entrer pour de bon dans le maximum. On pourrait commencer avec l'internalisation ou l'européisation des exercices poker. Bien sûr. On l'a fait en partie avec les Suédois. C'était pas des exercices poker au sens où le font les Français de simulation de frappe nucléaire, mais on a fait un exercice conjoint avec des Suédois de nos forces aériennes stratégiques. Il y a une ambiguïté, donc c'est celle qui porte l'arme nucléaire. Il y a une ambiguïté là-dessus. C'est pas comme si on était en train de faire un exercice demain avec des F-35 polonais où on va simuler qu'on va frapper Saint-Pétersbourg ensemble. Mais oui, je serais tout à fait favorable à ce qu'on fasse ça. Et encore une fois, qu'il y ait vraiment un système de double clé pour montrer que s'il y a des armes nucléaires françaises, donc je sais pas, à l'Asque, par exemple, c'est aussi l'idée de dire à quel point on n'est pas prêt cette fois de refaire ce qu'on a fait en septembre 1939. S'il y a des armes nucléaires françaises en Pologne, on n'est pas prêt d'abandonner. Il y a aussi des autres moyens de faire mal aux Russes. Beaucoup. Mais hier, une grande partie des médias anglophones, mais aussi ici, ont été choqués par le propos du Premier ministre belge, parce que la Belgique affirme qu'elle va résister au déblocage de fonds russes actuellement gelés à Bruxelles. Donc, je voudrais demander si vous êtes favorable à une confiscation de tous les avoirs russes gelés en Europe et à leur transfert en Ukraine pour renforcer la résistance de l'armée ukrainienne. Alors moi, j'y suis favorable. Après, on comprend que les Belges, par exemple, aient peur de faire face aux oligarques russes qui vont leur demander plus de 100 milliards d'euros de dédommagement, etc. Moi, je suis favorable donc à ce qu'on confisque, qu'on saisisse ces actifs gelés. On avait un très beau slogan à une époque, l'Allemagne payera. Oui. Je suis pour que la Russie paye pour ses attaques. Le slogan était le Bosch payera. Oui, même aussi. Voilà, absolument honnête. Le Rouski payera. Et sinon, il y a une alternative dont j'avais discuté notamment des experts en Estonie. Pour moi, l'alternative, sinon la plus crédible, ce serait que on prenne les actifs russes comme une garantie, c'est un scénario qui est discuté, une garantie pour un prêt à l'Ukraine. Nous, on fait un nouvel emprunt commun européen, comme on l'a fait pendant le Covid. Il y a une partie d'ailleurs de cet emprunt, cette dette commune, où on disait jamais l'Allemagne acceptera. Elle a fini par le faire. Et vous en bénéficiez aujourd'hui massivement à travers le programme SAFE de la Commission européenne, où des dizaines de milliards d'euros de cet emprunt européen vont être réutilisés pour les forces militaires polonaises. Donc je pense qu'on peut refaire un emprunt européen commun. On l'a fait une fois, on peut le refaire une deuxième fois. Sinon, ça va être extrêmement compliqué pour l'Ukraine de tenir. Et on peut nous prêter à l'Ukraine sur très long terme, sur 100 ans. En utilisant comme un otage éventuellement les actifs russes. Et il faut que, alors pour le coup, c'est Friedrich Merz qui a plus raison qu'Emmanuel Macron, quand il dit qu'il serait prêt à aider à compenser la Belgique s'il y avait des problèmes avec les Russes, il faudrait que, à proportion chacun de notre PIB, on soit prêt à être solidaire avec la Belgique si jamais il y a un problème financier avec la Russie. Nous avons parlé beaucoup de la Russie comme une menace, comme un pays impérialiste, de la politique étrangère et de la politique militaire du régime du Kremlin. Je voudrais poser une question sur la dynamique antérieure en Russie. Le général de Gaulle, et je cite le général de Gaulle, pas par hasard, parce que comme une journaliste a demandé à Vladimir Poutine qui sont votre héros, qui sont le personnage historique qui vous fascine le plus, il a répondu Pierre le Grand. Ça, c'est assez clair, c'est le tsar qui a créé la puissance de l'État russe, et
le général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle a réétabli la puissance d'une grande nation humiliée. Et pour lui, l'effondrement de la France, la chute de la France en 1940, c'était comparable à la chute de l'Union soviétique. Mais à la fin de guerre d'Algérie, le général de Gaulle, donc l'héros de Vladimir Poutine, rejeta l'idée d'un partage du pays, même alors que les Français auraient pu l'imposer, en déclarant « Il est temps à réorienter notre énergie nationale vers d'autres objectifs ». Pourrait-on imaginer un de Gaulle russe, un leader futur russe, qui dirait « L'Ukraine de papa, c'est fini. L'Empire, c'est fini. Nous devons rediriger notre énergie nationale ailleurs. » On pourrait l'imaginer, mais il faut qu'on les aide à imaginer ça. C'est-à-dire que vous avez parlé de l'humiliation nationale. Alors, Poutine cite la chute de l'URSS comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Je serais dans l'idée que les deux guerres mondiales étaient légèrement plus catastrophiques que la fin de l'Empire soviétique, mais bon, c'est... Pas pour un colonel de KGB. Ah, bien sûr, évidemment, mais sauf que nous, dans les catastrophes qu'on a vécues, 1940 nous ont poussé à réinventer nos énergies, y compris d'ailleurs vers la bombe nucléaire, dans l'idée du plus jamais ça. Et la guerre d'Algérie, ou encore avant ça la crise de Suez, ça a été juste des preuves pour les Français qu'il fallait arrêter l'empire colonial. L'Algérie, on était en train de gagner la guerre militairement. On aurait pu continuer des années, aussi avec d'ailleurs beaucoup d'actes de torture, de meurtres de civils, etc. Ce qu'on a fait n'était pas non plus spécialement glorieux. Mais on a compris poétiquement que jamais l'Algérie ne voudrait rester française. Oui. Ça, les Russes n'ont pas encore compris en Ukraine. Et il y a une seule manière pour eux de le comprendre, c'est s'ils souffrent assez. C'est horrible de dire ça, mais ils ne renonceront pas à l'Ukraine s'ils n'ont pas beaucoup plus souffert, et en termes de pertes sur le terrain, de soldats morts ou mutilés à vie, et aussi dans le quotidien des Russes. Le Russe moyen aujourd'hui ne sent pas assez la guerre dans son portefeuille, dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que la Russie souffre le plus possible en Ukraine. C'est pour leur bien aussi. On ne pourra pas imposer à la Russie la même chose que ce qu'on a imposé aux Allemands ou aux Japonais, où on les a forcés à changer après les avoir écrasés. Je pense d'ailleurs à Friedrich Merz qui avait dit à côté de Donald Trump en anglais dans le bureau ovale, il avait dit « Oui, les Américains ont libéré mon pays en 1945 ». Non, on n'a pas libéré son pays. L'Allemagne soutenait jusqu'au bout, ou presque, son Führer. On les a vaincus et on les a forcés à se réinventer. Et ça a très bien marché. Heureusement. Pareil pour les Japonais, il a fallu que leur empereur, leur divinité, leur dieu réincarné disent à la population « il faut se rendre ». Parce que même les 2 bombes atomiques avaient convaincu le peuple qu'il fallait arrêter, mais pas les dirigeants militaires qui étaient prêts à tuer encore plus de Japonais jusqu'au bout. On ne va pas atomiser Moscou. Vous avez pris avec les Lituaniens Moscou une fois, on l'a repris ensemble une deuxième fois avec des Polonais dans notre armée quand on a pris Moscou. Peut-être qu'un Prigogine du futur prendra Moscou cette fois, mais on ne va pas occuper la Russie. La seule manière pour la Russie je cite d'ailleurs un historien russe dont j'ai oublié le nom, il a dit « sortir du mensonge de l'épopée », je pourrais retrouver son nom, sortir du mensonge de l'épopée, c'est que la Russie comprenne qu'elle n'a pas une mission millénaire d'être la 3e Rome. Et ça, il le la 3e Reich. Ouais, aussi. On est plus là-dedans. On est un petit peu plus là-dedans. On a commencé avec le 3e Rome, on a fini comme la 3e Reich. Non, c'est une bonne formule. Et j'aimerais qu'ils finissent pareil. Déjà que je ne sais pas si Poutine se finira dans un bunker avec une maîtresse à ses côtés, mais il faut souhaiter que la Russie est un peu comme une gueule de bois. Quand on a trop bu un lendemain de fête et qu'on regrette après, il faut que la Russie ait été tellement enivrée de sang qu'à un moment, elle comprenne vraiment quelque chose qui ne porte pas à croire ça à court terme, c'est que la Russie avait déjà fait une fois l'examen de conscience de son passé,
On se souvient d'un jour tragique de l'histoire récente polonaise à Smolensk le 10 avril 2010. C'était une époque où la Russie, soi-disant, essayait de réconcilier les mémoires, comme on essaie de le faire avec l'Algérie, mais l'Algérie n'est pas spécialement coopérative. C'est vrai. On m'a expliqué en Estonie, quand j'étais dans un mémorial à Tallinn, aux victimes des déportations par les communistes de Balte, qu'ils travaillaient très bien avec des historiens russes au début des années 2000. Des historiens russes, ils disaient, moi, mon oncle a été emporté dans un goulag, moi, je suis prêt à travailler avec un Estonien pour comprendre ce qui s'est passé. C'est fini. Il y a 20 ans, Staline était vu comme un monstre en Russie, ou en tout cas comme un dirigeant controversé. Maintenant, c'est un héros national. Et le plus inquiétant... Héros national numéro 1. Mais oui, dans les sondages d'ailleurs. Oui. Ce qu'il y a de terrifiant, c'est que les Russes ont eu, comme ce que les Allemands appellent le nie wieder, plus jamais. Ils ont eu cette conscience à un moment qu'il fallait regarder leur passé, mais c'est fini. Et on a vu qu'en une génération, il a suffi que on change les programmes scolaires, qu'on ferme des mémoriaux, qu'on arrête, par exemple, vous avez des monastères en Russie où on commémorait les popes et tous les prêtres déportés par les communistes. Ils ont retiré ces mémoriaux et en une génération, la Russie a perdu la mémoire de ses atrocités passées. Et en une génération, Staline redevient un héros et même Pierre le Grand maintenant est critiqué comme trop libéral et trop occidental. Oui. Donc, faut que la Russie, il y a une génération d'anciens combattants qui finissent par dire le soir au dîner, oui, j'ai violé des enfants en Ukraine. Oui. Mais encore une fois, si on arrête la guerre là maintenant, dans la situation actuelle, ils n'ouvriront pas les yeux, ils ont pas compris. Quand vous avez parlé de la résistance ukrainienne et algérienne, de votre propre terre natale, c'est-à-dire l'Alsace, vous avez rappelé les chansons patriotiques françaises. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine. Vous avez eu des millions d'étrangers. Germanie et Bohème d'ailleurs. Oui. C'était la Bohème avant. Vous avez eu Germanie et Bohème, mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais. Mon petit cœur, lui, restera français. Oui. Et le cœur des enfants, même les enfants enlevés et kidnappés par les Russes, je crois, ou j'espère, resteront ukrainiens. Nous avons parlé d'un leader hypothétique futur russe, mais je parlais à des spécialistes de la politique antérieure ukrainienne et ils m'ont dit que les Américains soutiennent le général Boudanov comme le successeur de Zelensky, que les Britanniques, ils préfèrent le général Zaloujny, et les Français. Alors, vous avez des gens d'ailleurs, Olivier Védrine en France, qui croient à l'idée effectivement que Kirilo Boudanov est l'homme de Washington et Zaloujny l'homme de Londres. Les Français n'ont personne. C'est-à-dire que... Peut-être la France, peut-être souhaite-t-elle que Zelensky reste au pouvoir. Déjà, je pense que alors Zelensky... le premier pays où il était allé après son élection comme président de l'Ukraine était la France. Il avait cité comme Emmanuel Macron comme modèle pendant sa campagne. Et même si on a énormément déçu Zelensky au début de la guerre pour les raisons que vous savez, les appels à Poutine, Vladimir, you must stop the killing in Ukraine, ça n'a pas marché. Je pense quand même que l'administration française, etc., n'est pas du tout dans une logique de soutenir un champion. Aussi parce qu'on n'est pas assez présent en Ukraine, clairement. Je veux dire, les Britanniques étaient beaucoup plus présents que nous, les ONG américaines aussi, bien sûr. La France avait beau être le premier employeur étranger en Ukraine avant la guerre, on était beaucoup moins investi dans la politique ukrainienne, et on la comprend mal. J'ai présenté des députés ukrainiens comme Oleg Dunda, qui lui aussi est très animé par l'idée de coopération avec des alliés de l'Ukraine, à des députés français. Il n'y a pas assez de contacts, c'est ça le problème. Après, moi, je pense que... Mais la France fait partie de la groupe G3, c'est-à-dire les groupes des pays européens qui sont les plus engagés dans le dialogue avec les Ukrainiens. Et vous avez obtenu des contrats en Ukraine,
assez lucratif. Donc je crois qu'en ce moment-là, il y a un peu de bromance entre Macron et Zelensky, et il y a une coopération franco-ukrainienne qui est totalement différente que, ça change. Que ce que nous avons vu en 2022. Oui, ça change totalement. Alors après, les Français sont en retard sur beaucoup de choses. Je citais des députés ukrainiens que j'ai présentés à des députés français. Il y en a un qui m'a dit on n'a pas parlé de business une seule fois, alors que quand ils vont en Allemagne, les Allemands, la première chose qu'ils disent, c'est tiens, il y a Rheinmetall qui voudrait faire une joint venture avec vous. Les Français ont un peu de retard là-dessus. Cela dit, on est quand même très implanté. Un exemple, le sarcophage, comme on l'appelle, c'est-à-dire le dôme qui protège le cœur de Tchernobyl, ce sont les Français du groupe Bouygues qui l'ont fait avec l'Ukraine. Vous avez des coopérations qui se nouent. Alors, il y a la question des Rafales, évidemment. L'accord n'est pas encore signé, mais les Ukrainiens étaient intéressés par le Rafale avant la guerre. Et les Français... Ça serait 110, Rafale ? Oui, ce serait, même si c'est un chiffre un peu en l'air, plus de 100 Rafales, il faudrait des années pour les construire, comme les Gripen suédois. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se développe en France très bien entre les Français et les Ukrainiens. C'est pas simplement au niveau des États, c'est au niveau des gens. Vous avez des entreprises... comme Alta Ares, qui est une entreprise, une start-up française sur les drones et l'intelligence artificielle, que les Ukrainiens adorent parce que c'est une des meilleures technologies de toute la guerre pour intercepter les drones, des drones anti-drones. Les dirigeants français se rendent compte qu'en France, on a plein d'entreprises, d'associations qui aiment et qui aident l'Ukraine et qu'il faut nous laisser travailler. Moi, je suis très impliqué dans des associations, etc. pour l'Ukraine. Je suis toujours étonné de voir à quel point les Ukrainiens savent que Macron parle beaucoup, mais fait peu. Ils ont même inventé un terme, macroné, pour dire que la France fait de grands discours et agit peu. Et c'est vrai, l'Allemagne fait plus que nous, le Danemark fait plus que nous, même les Pays-Bas donnent plus d'argent que nous. Mais au niveau des Français, en tant que association, entreprise, etc., on est parmi les pays qui sommes les plus actifs pour l'Ukraine. Et je pense que c'est à ce niveau-là, d'ailleurs, il faut que la mentalité française change, je terminerai là-dessus. Les Français attendent beaucoup de l'État et les dirigeants français pensent que tout se fait entre les États. Non. De la même manière que ce sont des citoyens, des familles de Pologne, je me souviens de Duda qui avait dit d'ailleurs, vous n'êtes pas des réfugiés, vous êtes nos hôtes. Ce sont des familles, même si ça a beaucoup changé maintenant, etc. Ouais. C'est des familles qui ont aidé à accueillir des réfugiés en Pologne. Aux Pays-Baltes, ce sont des entreprises qui, du jour au lendemain, se disent « Tiens, je vais faire des drones pour l'Ukraine ». C'est pas l'État. En Estonie, ce sont des entrepreneurs dans leur garage qui construisent des drones pour l'Ukraine. Je pense que c'est pareil pour la France. Dernière question. Et j'aimerais aborder le sujet peut-être le plus controversé, mais aussi le plus vital. Le président Macron a proposé d'envoyer les troupes européennes pour garantir la paix en Ukraine. Et voici le problème. L'Ukraine compte actuellement plus que 100 brigades engagées sur les fronts. La France est prête à envoyer 2 ou 3 brigades peut-être, l'Angleterre peut-être 2, l'Allemagne peut-être une, mais probablement rien. Ouais. Et ça, c'est clair que les Russes voudraient tester la détermination de ces troupes. Le colonel Michel Goya a publié un article il y a quelques mois où il affirmait que les Russes sans doute attaqueraient par hasard, par accident, juste pour voir s'ils riposteraient. Dans ce cas, les troupes européennes vont attendre des ordres. Et on pourrait leur dire, tenez bon, restez sur vos positions, des renforts arrivent bientôt. Mais de quel renfort? Personne en Europe ne sera en mesure d'envoyer des dizaines de milliers de soldats de sitôt. Donc, si la Russie déjoue notre bluff, c'est fini, c'est chose faite. Donc, êtes-vous d'accord avec le colonel Goya pour dire qu'une présence militaire européenne, il n'y a aucune chance de garantir la paix sans l'engagement américain? C'est un problème de quis custodiet ipsos custodes. Qui va donner des garanties aux garanteurs? Alors, il y a certes de ça,
Et d'ailleurs, il y a tout le débat aussi en France qui est de dire, nous, on serait prêts à aller en Ukraine avec nos troupes, mais pas tout seul, il faut d'autres Européens. Or, les autres Européens disent, on n'y va pas sans le backup américain. Surtout les Britanniques. Ouais, surtout les Britanniques. Puis les Allemands, ils ont déjà du mal à construire une brigade, la Littoyan Brigade, en Roumanie. Ce sera compliqué de mettre une brigade, peut-être dans quelques années, avec tout l'argent qu'ils mettent dedans, peut-être qu'ils pourront pour l'Ukraine, mais pas d'ici 2-3 ans. Cela dit, je ferai une différence entre le fait d'avoir des centaines de milliers de soldats pour tenir une frontière et gagner contre la Russie, et le fait d'avoir des soldats aussi à but dissuasif. Je suis allé voir en Estonie nos soldats français là-bas, on est 300 avec nos amis britanniques, l'opération Lynx. Évidemment que les 300 soldats français, c'est pas les Spartiates de Léonidas à la bataille des Thermopyles qui vont repousser une armée russe. Ils sont là pour que, s'ils se font tuer, je suis aussi allé sur la base américaine de Rideau, je suis allé voir les Rangers de la Task Force Ranger, ils savent très bien que leur but, c'est que si ils se font attaquer, ils vont pas tenir très longtemps, ils ont quelques Bradley, mais ils sont là pour que si les Russes attaquent, ils tombent sur eux et sur les Français, et que tout de suite se pose la question de savoir si on entre dans une guerre totale. Enfin, dans une guerre en tout cas directe entre la Russie et l'OTAN. À mon sens, on peut se contenter... Donc le Tripwire Forces. Absolument, voilà. Absolument, je pense qu'on peut se contenter, sérieusement, d'avoir d'un côté peut-être 600 000 militaires ukrainiens, ça dépend de si les Ukrainiens font des compromis sur la taille de leur force face à la Russie, mais ce sera dans les négociations. On peut avoir les Ukrainiens qui tiennent l'essentiel de la ligne de front, de la zone dite démilitarisée, et derrière, 12 000 Français, 8 000 Britanniques, 5 000 Allemands, 5 000 Polonais, quelques Italiens, Roumains et Espagnols, qui, eux, seront là en Tripwire Force. Avoir, par exemple, une brigade française, donc mettons 3 000 hommes, vous pouvez monter ça à 6 000. 6 000 soldats français, par exemple, du côté de Odessa, etc., ils sont là pour se prendre les bombes russes, mais c'est pas les 6 000 soldats français qui repousseront donc l'armée russe. En revanche, les Ukrainiens nous auront directement à leur côté. Et ça veut dire que dès le deuxième jour d'une guerre avec la Russie, nous, on va avoir du mal à envoyer tous nos renforts tout de suite. Bon, vous aurez théoriquement 300 000 hommes et des forces territoriales aux frontières. Nous, Français, on va pas pouvoir envoyer rapidement 50 000 hommes. On n'a pas les moyens aujourd'hui de le faire. On a les hommes, mais pas les moyens de les envoyer rapidement. En revanche, sur très court préavis, short notice, on peut envoyer 40 Rafales, les Britanniques, 40 avions de combat. On peut envoyer des centaines d'avions à la fin. Et 20 000 soldats de plus, je crois que le général Schill a déclaré qu'il y a une force de frappe rapide pourrait compter... Ouais, sachant que c'est ce qu'on appelle aussi avec des moyens organiques. Organiques au sens de ce qui est prévu pour une expédition. Sauf que, là, c'est la théorie, c'est quand on veut envoyer une armée parfaite, bien équipée, transportable, etc. La réalité, c'est si demain, il y a une guerre majeure sur le flanc Est, on enverra beaucoup plus de soldats, sauf que la logistique sera chaotique. Voilà. Ce sera comme je terminerai sur ça, en fait, c'est que Napoléon se basait beaucoup sur la logistique. Sa force, c'était, il disait dans les bulletins de l'armée d'Italie, où d'ailleurs complotait Dabrowski, et il disait que son armée, l'armée française, elle vole comme l'éclair, elle frappe comme la foudre. Aujourd'hui, on peut voler comme l'éclair et frapper comme la foudre avec 12 000 hommes maximum, c'est pas beaucoup. En revanche, en pleine guerre... Bonsaï. Voilà, c'est l'armée Bonsaï. En revanche, on aurait des dizaines de milliers de soldats supplémentaires à terme, mais faudra des semaines et des semaines. Nous avons une petite tradition. Oui. À la fin de chaque épisode, nous demandons à notre invité de recommander un livre, un film, une série, quelque chose d'intéressant pour nos téléspectateurs. Qu'aimeriez-vous recommander? On peut recommander deux choses. Bien sûr. Je recommanderais d'abord un film, alors il est en langue française, mais je crois qu'il est sous-titré en anglais, et j'espère qu'il a des sous-titres aussi en polonais. Le titre français est 13 jours, 13 nuits, et ça parle c'est donc inspiré de l'histoire réelle
Et ça parle de l'évacuation par la France de Kaboul en août 2021 contre les talibans, parce que la France était le seul pays occidental qui ait gardé jusqu'au bout son ambassade et le seul pays qui ait accueilli des centaines de réfugiés dans les moyens de l'armée française. On a même récupéré des gens qui avaient travaillé pour l'armée américaine et que les Américains ont abandonné en disant « Ah bah non, on n'a pas de titre pour vous ». Et à la fin, on a quand même les Américains qui nous ont aidés à l'aéroport. La France était sauvée. Pour le coup, oui. Puis j'ai rencontré dans la vraie vie l'ambassadeur français de l'époque, David Martinon. Et il sait très bien, même s'il est modeste, qu'il a sauvé des centaines de vies. Je recommanderais ce film parce que quand vous parlez de sauver l'honneur de la France, il faut aussi sauver son soft power. Et pour moi, c'est un film qui, sur une histoire vraie, montre que la France, de 1, est encore capable de faire des choses à l'international et qu'on est capable de le raconter. Les Américains ont fait de très beaux films comme Black Hawk Down sur la bataille de Mogadiscio, magnifique film sur un épisode douloureux de l'histoire militaire américaine. Ce film, 13 jours, 13 nuits, du réalisateur Martin Bourboulon, pour moi, c'est le soft power français en action. Et si je devais recommander cette fois un livre, il est chez Pchèche-Vita, c'est la traduction de Caput. Alors, c'est pas le mien. C'est la traduction de ce livre même allemand. Maison d'édition. Voilà, oui. même maison d'édition. Caput, c'est très intéressant. On m'a dit que ce livre marchait mieux en Pologne qu'en Allemagne, parce qu'il montre les failles du modèle allemand. Peut-être reste de la... Wolfgang Munchau. Voilà, absolument. Ouais. Un peu de Schadenfreude. Oui. On se moque des malheurs d'autrui. Moi, je trouve ça très intéressant parce que une question qui m'obsède, en tant que Français et Alsacien et aussi amoureux de l'Europe centrale, c'est le rôle de l'Allemagne demain en Europe. En polonais, on dit « jak tam sąsiedzie ». Donc, ça va, cher voisin. C'est une phrase ironique, sulfureux, qu'on dirait pour cibler les Allemands. To jest pushne, cette phrase. Oui. Moi, je suis très obsédé de savoir si l'Allemagne demain... c'est un pays qui peut être hégémonique en Europe, le Führungsmacht, comme ils disent, le leadership, et dans le domaine militaire, et dans le domaine économique, et dans le domaine industriel, ou si c'est un pays qui a ses faiblesses. Et moi, ce que je veux, c'est que, et je sais très bien que la France sera jamais hégémonique en Europe, ça n'arrivera pas. On n'est pas autant de Napoléon. Mais je veux pas qu'un pays domine en Europe. Et un livre comme Caput, ça explique à quel point, ça explique dans quelle mesure est-ce que l'Allemagne, c'est ou pas un géant, ou est-ce que c'est un géant qui a aussi de grandes faiblesses et qui n'est pas prêt d'être hégémonique demain en Europe. Ah. Aurélien Duchesne, merci beaucoup. Merci Martine. Pour votre temps et pour votre savoir. Oh, mais je vous en prie. To był Aurélien Duchesne, autor książki Putin przeciwko Zachodowi, francuska analiza rosyjskiego zagrożenia. Książki naprawdę bardzo ciekawej, książki do przeczytania, jak sądzę, jednym tchem w jedno popołudnie i książki, z której naprawdę sporo można się dowiedzieć i wiedzę uporządkować i książki, która nie pozwala nam zapomnieć o rosyjskim zagrożeniu, a nawet nie pozwala go relatywizować. Był to pierwszy wywiad w dziejach naszego podcastu w języku francuskim, więc jakby co, wybaczcie prowadzącemu niezamierzone błędy. Jeśli chcielibyście takich materiałów, także międzynarodowych, bo przypominam, że byli u nas przecież w przeszłości inny specjalista od Rosji, Ian Garner, była u nas Catherine Liu, był u nas Maurice Glassman i inni, ale myślę, że możemy też rozwijać ten odcinek francuski, jeśli takie będzie wasze życzenie. Więc jeśli chcielibyście tego wszystkiego więcej, pamiętajcie, że możecie nasz podcast, nasze środowisko wesprzeć. Możecie to zrobić na stronie dwieleweręce.com. Oczywiście bez polskich znaków. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły na temat tego, jak można nas wesprzeć, jak próbujemy się za to odwdzięczyć. Tam także znajdziecie mapę klubów DLR, więc jeśli chcielibyście do takiego klubu przystać albo chcielibyście sami klub założyć, to wystarczy napisać na podane tam adresy mailowe, a pod ten czas bardzo wam dziękuję za waszą życzliwą uwagę i żegnam się tradycyjnym już do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.